Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est pour moi un honneur et un privilège que de pouvoir faire une communication sur la diplomatie sportive devant un auditoire aussi prestigieux et aussi au fait des relations internationales. J'ai assuré pendant 4 ans les fonctions de ministre de la Santé et des Sports, de 2007 à 2010, et peux vous assurer que, quoi qu'en pensent les beaux esprits, la politique sportive ne se résume pas à aller embrasser dans les vestiaires de sémillants et transpirants sportifs. Ladies and gentlemen, dear friends, it's for me an honor and privilege to have a possibility to make a communication about sport diplomacy before people having such great functions on have so much knowledge about international relationship. I was 4 years minister about health and sport from 2007 to 2010, and I will assure you, whatever can think some nice people making spiritual words, I think that sport politics is not just going into the sports hall on to see the athletes on making kisses. No, sports politics is something else. Il y a bien longtemps que de nombreux pays ont saisi les opportunités que le sport pouvait apporter pour assurer une influence politique et économique. La diplomatie du ping-pong entre les États-Unis et la Chine en 1971 et celle du cricket entre le Pakistan et l'Inde dans les années 80, ces politiques sont bien connues. Since a long time, you have a lot of countries who have understand how interesting it could be for their public political relationships to have a look to sport. For example, 2 examples, the diplomacy of ping pong between China and the United States in 1971, and about cricket between Pakistan and India in the 1980 years, very well known. Mais il ne s'agit pas de qualifier de diplomatie sportive les rencontres informelles qui peuvent exister entre tel ou tel chef d'État en marge de manifestations sportives. Je me souviens dans la tribune officielle de l'entrevue de Bush et de Sarkozy lors des Jeux Olympiques de Beijing, où ils ont profité de cette occasion pour évoquer entre eux le conflit en Ossétie. Non, la diplomatie sportive est bien l'usage du sport comme un élément identifié dans la conduite de la politique étrangère d'un État. Pour analyser cette démarche, il convient donc de déterminer le degré de stratégie étatique mise en œuvre, si les dividendes encaissés étaient prévus au départ et quelle part de responsabilité politique on peut leur imputer. So, on the other side, on one side you have making hello to sportives, but on the other, so sport diplomacy in my idea, it's not just a meeting hazardously chief of a state when he's going to see the same sports activities than you. For example, the little talkings between Bush and Sarkozy on the Olympic Games from Peking, speaking about the war in Ossetia. No, sport diplomacy is for me, I assure you, the use of sport as an element, as a way to make politic of a state outside politic of a state. To analyze this way of making politic, you have to calculate the degree of state strategy you want to put in your politics, and to see what you were looking for as a goal is what you have reached. And so you have to make a balance between what you want to reach
on the part of politic risk you want to take? Pour alimenter la discussion, j'ai analysé 3 exemples particulièrement éclairants et différents, les États-Unis, le Qatar et la Chine. Et je conclurai évidemment sur un exemple européen, la Grande-Bretagne dans la gestion de sa candidature aux Jeux Olympiques de 2012. To open the discussion, I propose you to analyze 3 cases, which in my mind are very interesting and almost very different. The first one is the United States, then Qatar, and at the end, China. And when I will conclude about a European case, which is the way the Great Britain has made his politic about reaching in 2012 the goal of being a non-Olympic state. Les États-Unis sont le seul pays à avoir théorisé le concept de diplomatie sportive. Les discours des dirigeants et les textes officiels y font explicitement référence. Cette stratégie a démarré pendant la guerre froide et les USA ont utilisé les grands événements sportifs, les Jeux olympiques en particulier, pour importer la guerre froide sur les terrains sportifs. Le tableau des médailles a pris alors une importance considérable et Gerald Ford pouvait dire en 1974 « Un succès sportif peut servir une nation autant qu'une victoire militaire ». So, the first case is about the United States, which in my mind is the only country to have theorized the concept of sport diplomacy. When you look, when you analyze the speeches of his politic dirigents and all that they write about making sport diplomacy, you see that, for example, this strategy goes on during the Cold War between the USA and Russia, and they use the 2 countries, they use great sport events in very, you have Olympic Games, which is very significant about sport events, to import Cold War on the ground of sport events. And as you know, to get the most number of medals take a very, very important sense on in 1974, Gerald Ford, the former US president, had said, yes, sport event, when you get success, can use a nation as a military victory. Et c'est au moment de la rupture entre la Chine et l'Union soviétique en 1961 que les ennemis d'hier, la Chine et les USA, se sont servis du sport pour tisser des liens à l'encontre de l'URSS à l'initiative de Mao Zedong, qui a invité à Pékin l'équipe américaine de tennis de table. Par la suite, le boycott des Jeux de Moscou en 1980 et la réponse de Carter à l'invasion de l'armée rouge en Afghanistan, et l'URSS lui répondra 4 ans plus tard en boycottant les Jeux de Los Angeles. And you see, after China and Russia have a breakdown in their relationship in 1961, it's at this moment that the enemies of yesterday, China and the USA, use sport events to develop links against Russia. And it was an idea on a decision from Mao Zedong to invite American players about tennis table. After that, as you know, the boycott of the Moscow
Olympic Games in 1980 was the response of President Carter to the invasion of Afghanistan by the Red Army. And after that, 4 years later, as you remember, Russia didn't go to the Los Angeles Games. La fin de la guerre froide va amener les USA à revisiter le concept de diplomatie sportive à la lumière de la théorie du soft power développée par Joseph Nye, qui désigne la capacité d'un pays à fabriquer du consentement par des méthodes de séduction et d'accompagnement. L'ICA, le Bureau d'État aux affaires éducatives et culturelles, qui gérait les programmes sportifs à destination des pays étrangers, avait alors été intégré au département d'État en 1999. The end of the Cold War will push the United States to change his mind about sport diplomacy, taking in account the lights about the theory of soft power. Soft power is ideas developed by Joseph Nye, who shows the capacity of a country to get agreement, to make agreement by ways of seduction on helping to make sport events. ECA, the state office of cultural and education, has studied the different sport programs destined to outside countries and has been integrated into the State Department in 1999. Les attentats du 11 septembre montrent alors aux Américains qu'ils souffrent d'un grave déficit d'image et ils vont relancer une structure politique dédiée, Sports United, dont le but affiché, vous pourrez aller le constater sur le site internet, est bien d'établir un lien commun pour combler le fossé entre les nations et les cultures. Et l'arrivée d'Hillary Clinton en 2009 va véritablement instaurer ce qu'elle appelle le smart power, combinaison du hard et du soft power, l'utilisation du sport. Vous pourrez regarder les discours d'Hillary Clinton, en particulier son discours d'investiture devant les chambres américaines, devant le Parlement américain. L'utilisation du sport est alors clairement installée comme un outil majeur de réhabilitation de l'image des États-Unis. After the events of September 11, Americans have understood that they didn't have warm feelings in the world opinion, and so they decided to build a political structure, Sport United, which the goal was, and you can read it on his internet page, is to build links to have a better image between the nations and their cultures. In 2009, when Hillary Clinton came and said what she wanted to put in place a smart power, which is a combination of hard and soft power, the utilization of sport is clearly a goal for the United States to be a major tool to reach a rehabilitation of the image of the United States. Le fondement de la démarche américaine alors n'est plus de s'adresser uniquement aux sportifs de haut niveau ou de vendre l'image de America First, mais de dialoguer avec les jeunes et d'ainsi atteindre leur cœur et leur esprit. La diplomatie américaine, sous l'influence d'Hillary Clinton, s'est donc développée dans 4 directions: l'autonomisation des femmes à travers le sport, les envoyés sportifs, athlètes ou entraîneurs, comme les 4 formateurs de basket qui se sont rendus à Kaboul en février 2012,
l'accueil des jeunes sportifs aux États-Unis et l'attribution de subventions à des ONG américaines qui développent ensuite des programmes dans le monde entier. So, the United States decided not only to speak, to make a politic about people which are high-level sportsmen and sportswomen. Thanks, Roselyne. High-level sportsmen or women, but they want to sell the image of America first. And after that, the most important was to have a dialogue with young people on trying to reach their heart and their spirit. The sport diplomacy, the US sport diplomacy, with the influence of Hillary Clinton, was also developed in 4 directions. First, about women. Women have to be their own part in sport. Secondly, when the sports men and women which are sent as people, as teachers, about, for example, basket, when they went to Kabul in February 2012. You have also third point, when they welcome young sport people in the United States. On 4 point, you have attribution of subventions of the non-governmental organization, the US non-governmental organization, what they have put in place programs in the whole world. Alors, la diplomatie sportive va désigner des pays cibles choisis, comme la France, pour l'importance de sa communauté musulmane, communauté que Washington estime discriminée par les politiques français, comme l'a révélé le site Wikileaks. Et l'on voit nommer comme consul des États-Unis à Lyon un basketteur, Marc Shapiro, ce qui apparaît confondant pour des diplomates français, et on voit des programmes d'échange entre le bureau des sports de la ville de Marseille, géré par l'ONG ITD et financé là aussi par Sports United. Sport diplomacy of the United States is choosing to have countries which are voluntary defined, like France, about the importance of his Muslim community, a community what Washington was thinking being discriminated by French politics, as revealed by the WikiLeaks internet pages. And if you remember, you see that the Council of the United States in Lyon has named a basketball player, Marc Shapiro, which was a surprise for French diplomats. And on the other side, you have programs about the Office of Sport of the town of Marseille, being which are by the non-governmental organization ITD and financed by Sport United, with our programs which are made between the United government and the town of Marseille. What I mean. J'ai un problème, c'est qu'on va peut-être être trop long avec la traduction simultanée parce qu'il y a le principe, il y a le. Perhaps I will be too long with the translation because there is the following speaker. Yes, it's a problem. Si vous voulez, il y a aussi la possibilité de peut-être faire un speech par vous un peu plus court. Je peux aussi traduire si vous voulez dans le spot, mais et après on peut publier cette speech en anglais et en français pour tout le monde. Ce serait peut-être mieux parce que it would be better because of course I see that it's too long to translate.
Okay, Yes, so and I would say like maybe I don't want to have a problem with There's- the following speaker. no, there's no any problem, but I would suggest peut-être que si vous pouvez peut-être summarize les plus importantes idées, je peux traduire, traduire dans le spot et après on va publier le speech dans notre Is website. there a problem for... We can, On Yeah. peut, Oh, I okay. can speak in French. Yes, it's really a marvelous novel. Jacques, no problem. Perhaps it's better. It should be better. Alors, je vais essayer de résumer. No translation, and after it will be a good thing to have in the website the translation. Yes. Alors, on complétera sur les États-Unis. Je voulais m'intéresser au Qatar parce que c'est un élément très important de voir comment un petit pays qui a certes le premier PIB par habitant du monde, mais qui est le tiers de la superficie de la Belgique, a utilisé la diplomatie sportive. On ne peut pas comprendre si on ne réalise pas la très grande vulnérabilité politique de cet État. Et face aux ogres qui l'entourent, le Qatar a décidé de se bâtir une stature de mini-État, de mini-puissance à audience planétaire, et a utilisé le sport pour cela, à travers plusieurs démarches, l'organisation de grands événements sportifs, on pense évidemment à la future Coupe du Monde de football en 2022, en présentant une image politiquement correcte sur le rôle des femmes, en particulier ce qui tranche avec les pays qui l'entourent. Cette politique d'accueil de grands tournois est accompagnée par le rachat massif d'organisations et de clubs sportifs dans l'Europe entière. On pense évidemment, pour moi française, au rachat à 70% du Paris Saint-Germain, et également une stratégie qui veut que des chaînes sportives, par le biais du groupe Al Jazeera, des chaînes sportives de télévision essaiment partout en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, et également en Afrique et en Asie. Alors, bien sûr, tout ceci a une vision économique, puisque les Qataris, très intelligemment, préparent l'après-hydrocarbures et ont décidé qu'en 2030, 50% de leurs revenus ne seraient pas acquis par ces produits des hydrocarbures et du gaz. C'est aussi un moyen d'être solide face à une opinion publique toujours tentée par la démocratie. Ça permet, en politique interne, d'asseoir le pouvoir de la famille princière. Mais évidemment, c'est surtout cette politique sportive a pour but de s'acquérir des alliés, d'apparaître comme un interlocuteur crédible, donc de s'acquérir des alliés et d'être sur la scène internationale en position de médiateur, que ce soit sur le conflit entre l'Hamas ou l'El-Fatah, les accords de Doha en 2008, la question de la rébellion yéménite ou encore la libération des prisonniers marocains détenus par le Polisario. Donc, là où la diplomatie des États-Unis est une diplomatie d'accompagnement, la diplomatie sportive des Qatar est, elle, une véritable diplomatie centrale dans la diplomatie du Qatar. Donc, des diplomaties très différentes entre les États-Unis, le Qatar. La Chine, alors, elle est totalement différente. J'en parlais au début de mon propos. La Chine a décidé de tout miser sur le sport de haut niveau avec une dureté, une brutalité qui fait de l'excellence, de l'élitisme, l'alpha et l'oméga de la construction d'une image de grande puissance par la Chine. Et on a vu que cette dureté avait été en fait complètement contre-productive dans cette diplomatie chinoise. Tout le monde se souvient de cette haltérophile chinoise qui s'appelle Wang Jimbao, qui s'effondre en larmes parce qu'elle n'a que la médaille d'argent et elle s'excuse auprès de son pays de ne pas avoir la médaille d'or. Et cette politique hyper élitiste que les Chinois appellent du concept de Jugo Tizi, de tout miser sur l'excellence, eh bien, les Occidentaux
occidentaux et le reste du monde n'en a retenu que les journalistes arrêtés, les paysans déportés pour qu'on construise des infrastructures et véritablement le passage agité de la flamme olympique. Donc la Chine a échoué dans sa diplomatie sportive, les Chinois commencent à s'en rendre compte et l'on voit bien qu'on ne peut pas construire une diplomatie sportive sur des médailles olympiques acquises au prix du sang et des larmes, mais qu'il faut qu'il y ait en fond de tableau une nation bienveillante et moderne, et en cela la Chine a un long chemin à parcourir. Alors on voit qu'il y a des gens qui ont réussi cela. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais quand ils ont déposé leur candidature aux Jeux olympiques. Et ce n'était pas facile, dans un contexte de déclassement des économies européennes, de coupes budgétaires, d'enlisement irakien, d'attentats sanglants, vous vous rappelez, en 2005, les 56 morts, d'aspiration indépendantiste de l'Écosse, les Britanniques se sont offerts une vitrine de promotion et une opportunité de régénération. J'ai assisté aux 2 cérémonies d'ouverture, celle de Pékin, majestueuse, inhumaine, écrasante, et celle de Londres. Celle de Londres, c'était vraiment la place à l'innovation, à l'humour, au savoir-faire, à la musique. Et 4 milliards d'individus dans le monde ont pu avoir l'image d'une nation moyenne, leur présenter donc une image assez accessible et exportable. Ces Jeux ont donné un sentiment de bien-être où la fierté nationale d'un pays n'est pas ressentie comme une menace ni comme une provocation. Et dans ce monde multipolaire où les tensions s'exacerbent, c'est bien ce feel-good factor que doit porter une diplomatie européenne où le sport aura sa place, toute sa place et rien que sa place. De toute façon, on va mettre